D'accord. Alors, on commence à travailler. Alors, distribution des textes. Les textes sont dans l'espace cours en ligne. Je rappelle que dans l'espace cours en ligne, ce à quoi vous n'avez pas juste présentiel accès, c'est les vidéos. Mais vous avez en permanence accès aux textes. Si jamais vous les perdez, ça peut m'éviter de les refotocopier à l'infini en bas. Et les cours sont déposés, ce qui fait que pour les distanciels, bonjour les distanciels, il est possible de suivre directement sur les textes. Je vous ai fait, alors c'est un fascicule assez long, je crois que ça fait 14 feuilles. Est-ce que vous pouvez, au moins pour la première moitié du cours, en passer derrière pour que je puisse suivre un exemplaire pour deux? Ah non, pardon, je viens. Je le disais bien, c'est pareil, c'est bizarre. Il en manque combien? Est-ce qu'il en manque? Tout le monde en a? Il en manquera un. Il en manquera un, 25. Ah, vous avez dit? D'accord. Donc, on va aborder l'essence de la vie politique dans l'espace de cours en ligne. Il faut que je vous donne la liste de présence. C'est assigné. Dans l'espace de cours en ligne, vous verrez qu'il y a 4 fichiers notés NDB, l'essence de la vie politique, 1, 2, 3, 4, qui correspondent à 4 moments du cours sur lesquels on va travailler et qui vont nous servir de pivot littéral pour arriver à l'époque contemporaine. Alors, situation du cours pour ceux d'entre vous qui n'auraient jamais regardé le cours. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui n'ont jamais regardé, très honnêtement, le cours? D'accord. Alors, c'est un objet qui n'est pas un objet très simple, pour une raison très simple. La première chose, c'est qu'il se situe, et c'est une chose sur laquelle Michel Sellar, qui s'est occupé de l'édition du cours, mais qui s'est occupé aussi de l'édition du cours précédent, 77-78, Sécurité, Territoire, Population, insiste à juste titre dans la situation du cours. Alors, chaque cours de Foucault est non pas précédé, mais suivi de ce qu'on appelle une situation de cours, et cette situation de cours, elle est une sorte de commentaire ou de mise en contexte réalisé par l'éditeur du cours. Vous avez ça sur chacun des cours, quel que soit l'éditeur. Le responsable de l'édition, que ce soit Sellar ou Frédéric Gros. Dans la situation que vous trouvez au fond du volume, Sellar insiste sur le fait que c'est un cours qui se lit dans le prolongement de celui de l'année dernière, ce qui implique qu'on aille voir le cours 77-78, chose que bien entendu on ne va pas faire puisqu'on n'aurait pas le temps, mais je vais très rapidement essayer de vous montrer dans la première demi-heure de ce cours qui nous occupe aujourd'hui, en quoi c'est important. La deuxième chose qui est compliquée, c'est que Foucault, comme souvent, annonce des choses qu'il ne tient pas. Donc on a un programme de cours qui diffère assez nettement du cours qui a été effectivement réalisé lors des 12 séances qui vont du 10 janvier au 4 avril 79, 24 heures, c'est un peu comme
On dit moins de choses qu'il n'en dit, mais c'est le même format. Et du coup, il me semble utile de vous donner, non pas le plan du coup, puisque ça c'est ce que Foucault annonce, mais la manière dont il a effectivement construit et développé les leçons qu'il a prononcées. Et vous allez voir que ça n'est pas exempt d'une certaine complexité. Premier cours, 10 janvier. Le 10 janvier est un cours entièrement construit autour d'une sorte de... d'une sorte de point de bascule. Ce point de bascule mettant littéralement en scène il y a un point de date. Là, c'est 79. On dit 78-79 parce que c'est l'année scolaire, mais en réalité, c'est entre le 10 janvier 79 et le 4 avril 79. Et les cours de Foucault ont toujours lieu, sauf le tout premier, en 70, qui commence le 3 décembre, ont toujours lieu sur le deuxième semestre. Donc on dit toujours 78, 79, 77, 78, etc. etc. En réalité, c'est toujours le deuxième semestre de l'année scolaire, c'est-à-dire en réalité le premier semestre de l'année solaire. Ça dépend des calendriers que vous voulez adopter. Toujours entre juin et avril. Pardon, entre janvier et avril. Ou entre janvier et mars. Donc, je reviens à nous. Ce point de bascule de la leçon du 10 janvier 79 est un point de bascule dont Foucault fait l'hypothèse entre ce qui va exister pour lui au XVIe siècle et au XVIIe siècle, et ce qui va se mettre en place, et qui l'intéresse, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et puis après dans tout le XIXe siècle. Alors je vais y revenir, parce que ce point de différenciation, qui reprend une chose qu'on avait commentée dans le cours, et qui est précisément ce geste qui consiste à procéder par différenciation historique. Avant, ça fonctionne comme ça, et puis à partir d'un certain moment, les choses se transforment. Cette méthodologie par différenciation, on la retrouve ici de manière très nette. Et c'est probablement sur cela que Michel Selnat peut dire la chose suivante. Alors c'est à la page 330, je ne vous ai pas fait la photocopie, mais je vous lis parce que c'est rapide, 334 de la citation de cours. Au principe de l'imitation, ça ne va rien vous dire parce qu'on n'a pas encore expliqué, mais peu importe, vous allez voir la différence émerger. Au principe de l'imitation externe de la raison d'État, que constituait le droit, s'est substitué au XVIIIe siècle un principe de l'imitation interne sous la forme de l'économie. On va expliquer ensemble. Ce qui m'intéresse ici, c'est que le 10 janvier décrit quelque chose qui est de l'ordre d'une substitution ou d'une transformation. D'autre part, vous vous souvenez qu'on avait déjà parlé du cours du 10 janvier 79. Je vous avais donné il y a longtemps une photocopie des pages 4 et 5, si mes souvenirs sont bons, où Foucault disait il n'y a pas d'approche philosophique sans une approche historicisante. Le peuple, l'État, la souveraineté, en soi, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des conceptions historiques qui construisent des objets qui sont des objets différents, qui varient dans l'histoire. Et donc, il faut passer les universaux à la grille ou à la râpe de l'histoire, disait Foucault. On l'avait lu ensemble. Ce n'est pas un hasard si Foucault dit ça, avant de dire ou de mettre en scène, il y a ce point de bascule qui fait qu'on ne va plus penser les choses de la même manière à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Leçon du 17 et du 24 janvier. Leçon du 17 et du 24 janvier déploie de manière extraordinairement détaillée ce que Foucault va décrire comme la naissance du libéralisme à la fois économique et politique, puisque le libéralisme a un double sens, à la fois comme théorie du laisser-faire économique
avec des éléments sur la naturalité du marché, sur la nécessité de la non-intervention, etc., qu'on trouve déjà, vous vous souvenez du cours de la dernière fois, chez les physiocrates. Et en même temps, un libéralisme politique dont il va s'agir de dire comment il fonctionne. À partir de février, en réalité déjà à partir du 31 janvier, qui est le dernier cours de janvier, le 4e du cours de Foucault, Foucault interrompt sa description historique et dit, en réalité, ce dont je donne la description de la naissance au XIXe siècle, dans ce tournant 18e, 19e, ce dont je dis le point d'émergence, a eu une très longue postérité. Cette postérité ne se donne pas sous une modalité unique. Elle donne à voir des généalogies différentes, des lignages différents, des descendances différentes, mais qui toutes maintiennent cette origine commune. C'est ce qu'on appelle au pluriel les néolibéralismes. Et Foucault dit qu'il y a une pluralité de néolibéralismes au XXe siècle qui, encore une fois, sont à la fois liés et qui varient par rapport au modèle 19e. Et donc, Foucault va en prendre deux modèles. Il aurait pu en prendre deux variantes. Le premier modèle, dont je parlerai un tout petit peu, mais finalement relativement peu, parce que c'est pas ce qui va m'intéresser le plus, dont la description commence déjà le 31 janvier et va se poursuivre le 7 et le 14 février. C'est la description et l'analyse de ce qu'on appelle l'ordolibéralisme allemand. Quand on va arriver à l'ordolibéralisme, je vous dirai en quoi ça consiste, d'où c'est né, d'une revue qui s'appelle Ordo, qui est une revue allemande des années 30, et qu'est-ce que ça a donné du point de vue des arts de gouverner, et ça a donné toute la politique, à la fois économique et monétaire allemande, du second après-guerre, en particulier sous la direction du chancelier Adenauer. Donc c'est un gros morceau d'histoire allemande. Et puis, après avoir consacré ces deux leçons et demie à l'ordolibéralisme allemand, Foucault s'interrompt et revient en arrière. Et c'est le cours du 21 février 1979. Il revient au XIXe siècle, dans une sorte de boucle, et au thème de l'interventionnisme. Qu'est-ce que c'est qu'intervenir du point de vue de la pratique du gouvernement? Les 4 derniers cours sont introduits par un cours intermédiaire le 7 mars, qui est un cours général sur la nécessité d'actualisation de l'analyse philosophique. Un cours sur qu'est-ce que c'est que l'actualité. Qui enclenche chez Foucault le deuxième modèle qu'il a choisi, 14-21 mars, un cours sur le néolibéralisme américain, ou sur ce qu'il décrit encore comme un anarcho-libéralisme. Donc, plus la variante allemande, mais la variante américaine. Et puis enfin, les deux derniers ont une sorte d'unité spécifique, 28 mars et 4 avril, puisque Foucault y introduit une notion qui va nous intéresser parce qu'elle vaut encore aujourd'hui, qu'on en parle encore aujourd'hui, et qu'il va falloir essayer de comprendre si ce qu'il en dit
est susceptible d'être modifié, enrichi ou transformé ou pas. Et cette notion, c'est la notion d'homo economicus. L'homo economicus comme le nouveau sujet de la raison gouvernementale néolibérale. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que c'est un cours compliqué? Parce que les objets sont multiples, parce que les plans de référence historiques sont différents. Fin 18e, courant 19e, première moitié du 20e, seconde moitié du 20e, que les différences locales, géographiques, nationales se font sentir, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis. Et puis enfin parce qu'au tout début du cours, Foucault avait annoncé qu'il s'intéresserait au problème de la vie. Je vous rappelle que la vie en grec ça se dit bios et que le cours s'appelle l'essence de la vie politique. Et s'il y a une chose que le cours ne traite pas, c'est bien cette question de la vie. Donc exit la vie comme objet et tentative de description de la biopolitique en dehors de la référence à la vie, ou en tout cas à la manière dont il annonçait l'entrecroisement entre le thème de la vie et le thème des rapports de pouvoir. Donc ça, c'est le premier point. Alors, je vous disais tout à l'heure, le cours s'enclenche, comme toujours, chez Foucault, sur une structure différentielle, une sorte de bascule qui vient retravailler autrement qui vient se surimposer par rapport à la périodisation que Foucault avait lui-même proposée dans les années précédentes et sur laquelle on a travaillé ensemble. Je vous rappelle que aussi bien dans La vérité et les formes juridiques que dans Surveiller et punir, il y avait un point de bascule. Ce point de bascule, c'était l'émergence des disciplines. Et ce point de bascule, il affectait donc, en gros, l'histoire occidentale à partir du XVIIIe siècle. Or, Foucault retravaille cette distinction et construit une autre opposition. Non plus une opposition entre la punition et la surveillance, entre le châtiment et la correction, entre la suppression des vies et la mise au travail des corps, tout ça on l'a vu ensemble, mais une opposition entre ce qu'il va appeler, et c'est l'un des points qu'il développe dans le cours de 77-78, sécurité, territoire, population, ce qu'il va appeler la raison d'État, et ce dont il va tâcher de décrire le point d'émergence comme nouvelle rationalité dans la deuxième moitié du XVIIIe et qui sera la rationalité propre à ce qu'on va appeler plus tard le libéralisme. Alors, un bref commentaire pour évacuer tous les malentendus possibles, et ils sont nombreux, sur cette expression de raison d'État. La raison d'État, il s'en explique ici, n'a rien à voir avec le recours à une raison d'État qui, dans la théorie du droit, permettrait la suspension provisoire du fonctionnement normal de la démocratie quand l'État est, par exemple, en danger. La raison d'État est ce qui est invoqué pour suspendre provisoirement le cours normal du fonctionnement de la démocratie et pour passer à un régime juridique provisoire que l'on appelle l'état d'exception. Foucault dit que ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit.
Raison d'État, ça veut dire simplement, et c'est pour ça que le R de raison est un R minuscule, un type de rationalité qui s'installe avec la constitution progressive, avec l'histoire progressive de ce que l'on va appeler la figure de l'État et qui va de fait accompagner la modernité, pour le moins en Occident. Foucault dit on a une genèse de l'État, dont on peut faire l'histoire, donc on a fait l'histoire, ce qui est un des grands topoi de l'histoire de la pensée politique, de la philosophie politique et des sciences politiques, faire la genèse de la figure de l'État à partir du XVIe siècle. On a une figure de l'État, cette figure de l'État installe littéralement un système de rationalité qui lui est propre et qui repose sur un certain nombre d'éléments. Premier élément, dans la genèse de l'État, l'État était toujours limité du point de vue externe. Cette limitation de l'État du point de vue externe était assurée par une chose qui accompagne le développement de la souveraineté étatique et qui est le droit. Parallèlement à cela, cette limitation externe de l'action de l'État par le droit, c'est-à-dire aussi par la diplomatie, l'État ne pouvait pas faire n'importe quoi en son extérieur. On avait au contraire une illimitation interne de l'action de l'État en son intérieur, qui prenait la forme de ce que l'on a appelé jusqu'au XVIIIe siècle, dans un sens absolument différent, et qu'on a déjà rencontré du sens que l'on lui donne aujourd'hui, une action illimitée de la police. Police entendue comme l'administration ou la gestion des affaires humaines et du cours social de la vie en commun. Dans le point de bascule que Foucault décrit, les choses se renversent. Les choses se renversent parce que la limitation externe de l'État passe littéralement à l'intérieur de l'État. Là où le droit des États, la diplomatie et parfois même la forme de la guerre, qu'il s'agissait d'éviter, limiter l'action de l'État en son extérieur, mais laisser à l'État toute latitude pour la gestion de son intérieur, on va voir dans un retournement assez étonnant émerger l'inverse, le principe d'une limitation interne de l'État. Et Foucault dit cette limitation interne de l'activité de l'État en son intérieur, ça va être l'économie. Définition par Foucault de l'économie politique. L'économie politique, c'est une exigence d'auto-limitation de la raison gouvernementale
là où la raison d'État, jusqu'alors, posait le caractère illimité de son action, c'est-à-dire de sa pratique de la police, en son intérieur. Deuxième point. Je vous ai dit, dans la vieille configuration de la raison d'État, on avait une limitation externe qui était le droit. Ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que le droit finalement était nécessaire pour limiter la manière dont les États se comportaient en dehors de leurs propres frontières? Pour une raison extraordinairement simple, c'est qu'il fallait pouvoir limiter la guerre, ou en tout cas contrôler la possibilité de la guerre et ce contrôle de l'alternative guerre ou diplomatie cède le pas à ce que Foucault va décrire dans la nouvelle configuration comme le modèle de la libre concurrence. Il s'agit d'ajuster la concurrence entre les États, bien sûr par des traités, bien sûr par des accords, mais il s'agit aussi, parce que cette concurrence est libre, de supposer en amont quelque chose qui serait de l'ordre d'une main invisible qui régit les marchés et qui permet de conduire l'ordre des choses. Ce qui signifie que, du même coup, la libre concurrence n'est plus seulement le produit d'une intervention juridique ou diplomatique qui discipline les rapports entre les États, mais la libre expression d'un bon ordre, c'est-à-dire aussi d'un ordre naturel, qui agence entre les marchés et les insère dans une dynamique vertueuse qui est celle de la concurrence. Alors, si je m'arrête spécifiquement sur ce point, du modèle de la guerre au modèle de la libre concurrence, c'est que le point fait débat déjà très amplement à la toute fin du XVIIIe siècle. Par exemple, dans la métaphysique des mœurs de Kant, dans les sections 6 et 8, la métaphysique des mœurs, c'est un texte de 1795 qui est la suite en miroir, ou l'écho en miroir des fondements de la métaphysique des mœurs, qui est un texte de 1785, et les deux textes sont intéressants à lire en miroir parce que l'un est un texte pré-révolutionnaire et l'autre est un texte post-révolutionnaire, à 10 ans de différence. Donc dans la métaphysique des mœurs, dans la partie le droit cosmopolitique, Kant écrit la chose suivante. À quelle distance de cette perfection, ce qu'il vient de décrire, il vient de faire une longue description de ce que devrait être le fonctionnement du droit cosmopolitique. Et il ajoute, à quelle distance de cette perfection ne sont pas les nations civilisées, et surtout les nations commerçantes de l'Europe? À quel excès d'injustice ne les voit-on pas se porter quand elles vont découvrir des pays et des peuples étrangers, ce qui signifie chez elles les conquérir?
Et il ajoute, le pire, ou pour parler en moraliste, le mieux, est que toutes ces violences sont en pure perte, que toutes les compagnies de commerce qui s'en rendent coupables touchent au moment de leur ruine, que les îles à sucre, ce repère de l'esclavage le plus cruellement raffiné, ne produisent pas de revenus réels. Fin de citation. Alors, des textes comme ce texte, comme ce bref extrait kantien, on en trouverait beaucoup à la fin du XVIIIe siècle, et la question est intéressante, elle est, ou elle articule, elle noue les termes d'un débat qui consiste à dire cette libre concurrence des États, c'est-à-dire aussi la logique d'expansion qui les anime, c'est-à-dire aussi les velléités coloniales, à une forme, cette logique des États est-elle le modèle de la libre concurrence en substitution de l'activité de la guerre, ou est-elle une autre pratique de la violence qui n'est plus la guerre, mais qui a de la guerre la même dureté, la même cruauté, et qui fait, comme la guerre, des ravages épouvantables dans les populations. Ce débat, il existe dès la fin du XVIIIe siècle. Alors, dans l'analyse de Foucault, on va en arriver au texte. Le point est autre. Il n'est pas de savoir si la libre concurrence qui remplace le modèle de la guerre est plus moral ou moins moral, plus violent ou moins violent. Le point qui intéresse Foucault, c'est une transformation dans la rationalité. Foucault dit, on peut bien entendu intervenir pour organiser la libre concurrence entre les États, mais cette intervention, elle sera de nature régulatrice. Il s'agit de réguler les rapports entre les États, de réguler la libre concurrence entre les États, de mettre en ordre et de permettre leurs relations. Et non pas, comme le faisait le droit, comme le faisaient les traités diplomatiques ou les accords diplomatiques, de prescrire ou d'obliger dans la vieille figure qui est celle de la raison d'État, le droit a une nature prescriptive, coercitive. Dans la nouvelle figure, qui va être ce que Foucault appellera l'économie politique libérale, on passe d'un régime de prescription et de constriction à un régime de régulation, c'est-à-dire d'aménagement interne. La première économie politique, la première version d'une économie politique nouvelle, à la place de cette raison d'État, naît, dit Foucault, non pas en opposition à la raison d'État, mais à l'intérieur même de sa propre histoire, comme une sorte d'inflexion, de torsion de l'histoire de l'État elle-même. Et on en a finalement une version, alors encore relativement esquissée, relativement limitée,
dans un certain nombre de textes des physiocrates qui concluent à la nécessité d'un despotisme si par despotisme, dit Foucault, on entend que l'économie politique n'obéit à aucun pouvoir externe, n'est susceptible d'aucun contre-pouvoir. Je cite le cours du 10 janvier qu'on va voir dans un instant. Foucault dit: le despotisme, c'est un gouvernement économique, mais qui n'est enserré, qui n'est dessiné dans ses frontières par rien d'autre qu'une économie qu'il a lui-même définie et qu'il contrôle lui-même totalement. Je relis la phrase qui me semble importante. Le despotisme, c'est un gouvernement économique, mais qui n'est enserré, qui n'est dessiné dans ses frontières par rien d'autre qu'une économie qu'il a lui-même définie et qu'il contrôle lui-même totalement. Alors, qu'en est-il de cette économie politique? Cette économie politique, elle se concentre non pas sur l'origine des pratiques, sur les principes qui président à l'émergence de pratiques, de telle ou telle pratique, mais se concentre au contraire sur les effets des pratiques telles qu'elles se donnent. Non pas se demander en vertu de quel principe une pratique peut être dite bonne ou mauvaise, mais considérer les pratiques à partir des effets que ces mêmes pratiques induisent. Il n'y a donc pas d'arrière-fond ou d'amont de l'économie politique. Rien ne se trouve en amont. Il n'y a pas d'arrière-fond de l'économie politique. Il y a simplement des visées, c'est-à-dire des objectifs. Et en fonction de ces visées ou de ces objectifs, il y a un certain type d'investissement qui sont susceptibles de changer, qui sont mobiles, et qui sont stratégiques, c'est-à-dire qu'ils sont pensés, ces investissements, uniquement en fonction de la manière dont ils peuvent nous faire parvenir à la visée que l'on s'est fixée. Ce qui pose de fait la question des pratiques de gouvernement dans des termes nouveaux, la question de la rentabilité, la question de l'efficacité, la question de l'effectivité des pratiques de gouvernement. Alors, si vous voulez, on va reprendre le texte. Alors, comme le fascicule était très long, je ne vous ai pas donné la partie initiale qui est de la page 6 à la page 12 et qui correspond à la reprise de la description par Foucault des résultats de sécurité, territoire, population et de la raison d'État. On commence à la page 12, j'ai remis les numéros parce que le scan avait coupé le numéro de page, les pages sont grandes. On commence à la page 12, donc c'est pour ceux qui nous regardent, qui regardent à partir de cours en ligne, le premier fichier, me semble, de la biopolitique 1, et on se situe du coup du côté de la bascule qui affecte la raison d'État, 16e, 17e, et qui l'affecte courant 18e. Voilà en gros comment j'avais essayé de caractériser cette manière de gouverner qu'on appelle la raison d'État. Or,
Je voudrais maintenant me situer à peu près au milieu du XVIIIe siècle, à peu près sous la réserve que je vous dirai tout à l'heure, à cette époque où Walpole disait « Quietam non movere », à ceux qui restent tranquilles, il ne faut pas toucher. J'ouvre une parenthèse. Le Walpole en question, il y en a deux. Vous voyez quelque chose, Walpole ? Il y en a deux. Il y en a un qui a été ministre de Georges Ier, puis de Georges II, dans la première partie du XVIIIe siècle, et c'est probablement à celui-là qu'il se réfère, et en particulier ministre de l'économie. Et puis il y en a un deuxième qui est plus connu, qui s'appelle Horace Walpole, qui est un écrivain et qui est l'un des précurseurs de ce qu'on a appelé, du point de vue littéraire, le gothique anglais. Mais alors là, pour le coup, ça ne s'appelle pas du tout, qui est le fils du premier, mais ça ne s'appelle pas du tout avec l'exemple que donne Foucault. Donc, à ceux qui restent tranquilles, il ne faut pas toucher. Je voudrais me situer à peu près à cette époque, et là, je crois qu'on est bien obligé de constater une transformation importante qui va, je pense, caractériser d'une manière générale ce qu'on pourrait appeler la raison gouvernementale moderne. Cette transformation, elle consiste en quoi? Eh bien, d'un mot, elle consiste dans la mise en place d'un principe de limitation de l'art de gouverner qui ne lui soit plus extrinsèque, comme l'était le droit au XVIIe siècle, mais qui va lui être intrinsèque. Régulation interne de la rationalité gouvernementale. D'une façon générale et d'une façon abstraite, qu'est-ce que c'est que cette régulation interne? Enfin, comment est-ce qu'on peut l'entendre avant toute forme historique précise et concrète? Qu'est-ce que peut être une limitation interne de la rationalité gouvernementale? Et là, Foucault donne des éléments qui sont des éléments d'explication du principe de régulation interne dont je parlais il y a un instant. Premièrement, cette régulation sera une régulation, une limitation de fait. De fait, ça veut dire dans la pratique et non pas dans les principes. Il le commente lui-même, de fait, c'est-à-dire que ce ne sera pas une limitation du droit, même si le droit se trouve dans l'obligation, un jour ou l'autre, de la transcrire en forme de règle à ne pas transgresser. En tout cas, dire que c'est une limitation de fait, ça veut dire que si jamais le gouvernement vient à bousculer cette limitation, à franchir ces frontières qui lui sont posées, il ne sera pas pour autant illégitime. Il n'aura pas en quelque sorte abandonné sa propre essence. Il ne se trouvera pas déchu de ses droits fondamentaux. Dire qu'il y a une limitation de fait de la pratique gouvernementale voudra dire que le gouvernement qui méconnaît cette limitation sera simplement un gouvernement, encore une fois, non pas illégitime, non pas usurpateur, mais un gouvernement maladroit, un gouvernement inadapté, un gouvernement qui ne fait pas ce qui convient. Alors, le point est intéressant parce que ne pas faire les bonnes choses, agir comme un mauvais gouvernement et non pas un bon gouvernement, ça n'est pas être hors du droit, c'est être dans une mauvaise pratique. Et l'idée que les arts de gouverner intègrent en eux-mêmes la possibilité de mauvaises pratiques, sans pour cela disqualifier leur légitimité, est une conception qui réouvre le champ des possibles pour le gouvernement lui-même. Dire d'un gouvernement qu'il ne fait pas ce qu'il conviendrait de faire, c'est dire d'un gouvernement qu'il a mal calculé ses propres intérêts. Mais mal calculer ses propres intérêts, ça n'expose pas à quelque chose qui serait de l'ordre de la sanction du droit. Deuxième élément, on va reprendre dans un instant le texte. Cette limitation qui n'est plus extrinsèque, elle est interne et pourtant
elle a une forme générale. Je reprends le texte. Deuxièmement, l'imitation intrinsèque de l'arbre gouverné veut dire que c'est une imitation qui, tout en étant de fait, n'en est pas moins générale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de sorte de conseil de prudence qui, dans telle ou telle circonstance, indiquerait ce qu'il vaut mieux ne pas faire, qui indiquerait simplement que dans telle ou telle circonstance, il vaut mieux s'abstenir qu'intervenir. Non. Régulation interne veut dire qu'il y a bien une limitation qui, tout en étant de fait, est générale. C'est-à-dire qui, en tout état de cause, suit un tracé relativement uniforme en fonction de principes qui sont toujours valables à travers toutes les circonstances. Et le problème sera précisément de définir cette limite à la fois générale et de fait que le gouvernement devra s'imposer à lui-même. Alors, un très bref commentaire, on va revenir sur ce point qui est probablement le point le plus difficile du cours. Dire que la limitation intrinsèque est factuelle en fonction des effets réels que les pratiques de gouvernement induisent. Dire que cette limitation intrinsèque ou cette régulation intrinsèque fonctionne sur un autre modèle que la limitation extrinsèque que l'on avait jusque-là, dans la raison d'État, ce n'est pas abandonner un niveau de généralité qui est essentiel mais qu'il s'agit de redéfinir. Et Foucault va faire une hypothèse que j'annonce dès à présent, mais on va voir un texte spécifique sur ce point, c'est que la généralité, le caractère général de la limitation ou de l'auto-limitation du gouvernement par lui-même va reposer sur un certain rapport à la vérité. C'est au nom de la vérité, alors Foucault dira plus tard, par exemple, le marché comme vérité, comme lieu de constitution de la vérité. C'est au nom de la vérité, d'un certain type de vérité, que régulation et auto-limitation sont acceptées et mises en pratique. C'est par exemple à partir de la vérité que l'on reconnaît à une proposition de type quieta non movere, à ceux qui restent tranquilles, il ne faut pas toucher, ce qui est une manière de dire là où le libre jeu des lois naturelles s'applique, n'intervenons pas. C'est au nom de la vérité que l'on reconnaît à ce type de proposition que va de fait s'organiser le principe d'une auto-limitation de la pratique de gouvernement par elle-même. Troisième point, dit Foucault. Il y en a 5, je vais arriver au troisième, on va faire une pause. Cette limitation trouve sa formule dans une idée simple qui est qu'on gouverne toujours trop. Que signifie l'idée qu'on gouverne toujours trop ? Ça veut dire que, une fois que l'on a abandonné la volonté de gouverner les hommes et les femmes au nom, par exemple, de droits naturels prescrits par Dieu, au nom d'une écriture révélée, une écriture qui infléchirait en permanence et de manière transcendante la volonté et le comportement des hommes. Une fois donc que l'on a abandonné tout principe absolu rendant le gouvernement nécessaire pour rendre les hommes et le monde adéquats ou correspondants
à ce qu'exigent ces principes transcendants, alors ce qui reste, encore une fois qu'on a abandonné cette dimension transcendante, toute justification transcendante, toute recherche de l'adéquation à des principes transcendants, ce qui reste, c'est simplement des objectifs de gouvernement. Ces objectifs de gouvernement, ils sont absolument immanents. Ils sont concrets, ils sont matériels, mais ils exigent, si on veut les atteindre, qu'on rationalise, qu'on réfléchisse et qu'on organise la pratique gouvernementale. Or, la grande idée de ce qui est en train de se mettre en place en cette fin de XVIIIe siècle, qui va se exploser littéralement et s'épanouir au XIXe, et qu'on va appeler libéralisme, c'est le paradoxe suivant. Pour atteindre les objectifs, il faut paradoxalement limiter la pratique gouvernementale. Ce qui implique qu'il faut en permanence que le gouvernement calcule à tout moment ses propres limites en fonction des objectifs qu'il se donne. Exactement comme on calcule des moyens par rapport à une fin. On est dans une sorte de mise en balance permanente, de pondération permanente, si par pondération on entend le calcul du poids, de pondération permanente entre les objectifs qu'on se fixe, objectifs de gouvernement, bien entendu, et les moyens de gouvernement ou le déploiement des stratégies de gouvernement, avec cette idée que, paradoxalement, la limitation, l'auto-limitation des pratiques de gouvernement permet d'atteindre plus facilement et mieux les objectifs de gouvernement. Alors, j'avais dit que je m'arrêtais au point 3, mais très logiquement, il faut que je déduise au moins le point 4. Ce calcul, le fait que le gouvernement calcule à tout moment à la fois ses objectifs et ses propres limites. Ce calcul va s'établir entre deux ordres de choses, non pas le juste et l'injuste, non pas le licite et l'illicite, ça c'est ce que définissait le droit, donc c'était le vieil ordre, si vous voulez, de la rationalité d'État, la raison d'État. Le calcul va s'établir au contraire entre ce qu'il convient de faire et ce qu'il ne convient pas de faire. C'est-à-dire entre l'avantageux et le non avantageux, entre l'adéquat et le non adéquat. Or, si vous y pensez, le fait que l'on passe du couplage licite-illicite au couplage avantageux-non avantageux, convenable-non convenable, fait que le partage, l'opposition, ne passe plus dans le sujet. Quand je disais c'est licite ou c'est illicite, c'est autorisé ou ça ne l'est pas, par le droit, ce partage était susceptible de passer dans le sujet, par le sujet. Sujet de gouvernement.
le gouvernement s'appliquait au sujet, il y avait des choses que le gouvernement avait le droit de faire et d'autres pas. Si je raisonne en termes de avantageux ou pas avantageux, la ligne se déplace. Il n'y a plus de clivage dans le sujet entre cette partie du sujet qui est soumise au gouvernement et qui doit respecter les lois, tenir compte du droit, et puis quelque chose comme une partie libre du sujet, qui au contraire serait autorisée à disposer d'elle-même. On a au contraire un clivage qui s'établit dans la pratique de gouvernement elle-même entre ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait à partir de moyens définis pour des objectifs, et en fonction de ce nouveau schéma, le sujet est absolument secondaire. La question de la libre action du sujet est absolument secondaire. Je veux dire par là que si vous raisonnez en termes de licite et d'illicite en fonction du droit, vous obligez le sujet à obéir à des règles juridiques, à les respecter, mais vous définissez aussi un certain nombre de partages. Par exemple, le partage entre le privé et le public. Ce que je peux faire chez moi, ce que je peux faire dans un espace privé n'est pas ce qui m'est autorisé dans un espace public. Ou alors le partage entre la personne et le citoyen. Je me reconnais en tant que personne des possibilités d'action que je ne peux pas me reconnaître en tant que citoyen parce que nécessairement en tant que citoyen, je suis pris dans un système de droit qui définit ma latitude d'action et que je suis censé respecter. Alors que dans la nouvelle configuration, ces distinctions entre privé et public, entre personnes et citoyens, sont entièrement subordonnées en tant que secondaires à un partage tout autre qui est, encore une fois, ce couplage objectif-moyen. Visée, stratégie d'obtention. On se situe désormais, non pas dans un système de droit qui pourrait éventuellement limiter la pratique gouvernementale. Surtout, je pourrais très bien dire à la pratique gouvernementale, stop, ici commencent mes droits. Dans le deuxième système, on n'est plus du tout dans cette configuration-là, on est dans quelque chose qui est une pragmatique de gouvernement. Et cette pragmatique de gouvernement semble avoir absorbé littéralement toutes les autres coordonnées ou tous les points de repère auxquels la raison d'État nous avait habitués. Alors je vais reprendre sur ce point après la pause. Ce qui m'intéresse ici, et je vous le signale parce que c'est encore l'objet d'un débat énorme parmi les lecteurs de Foucault et de manière plus générale parmi les philosophes du politique et les historiens du politique, c'est la question de savoir si il faut prendre au sérieux ou pas deux choses finalement assez contradictoires que Foucault dit dans le cours. L'une, c'est que l'infléchissement de la raison d'État 16e, 17e, en une nouvelle rationalité de gouvernement qui serait la rationalité du gouvernement néolibéral, est précisément de l'ordre d'une torsion. On demeure dans une histoire de l'État, et cette histoire de l'État possède, et il essaie de montrer, un moment qui paradoxalement se solde par un retrait des pratiques de gouvernement étatique. L'État inclurait dans sa propre histoire un moment de moindre État. Ce serait un moment de l'histoire de l'État. Alors, ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité serait de dire, finalement, Foucault met en scène quelque chose comme une historicisation de la centralité de l'État, non pas une inflexion de son histoire,
mais à un moment où la centralité de l'État, qui s'était installée littéralement au XVIIe siècle, tend à se défaire. Et on a des lectures intéressantes de Foucault dans des termes qui sont ceux d'une, non pas disparition de l'État, parce que l'État demeure, mais d'une fragmentation, d'une crise et d'une relative dissolution de la forme d'État, en tout cas telle qu'elle s'était donnée 2 siècles plus tôt. Je ne sais pas si le point est clair. Est-ce que c'est un épisode de l'histoire de l'État ou est-ce que c'est un point qui pourrait en réalité annoncer le début de la fin de cette figure que l'on croyait immuable et que l'on appelle l'État? La question est d'autant plus importante qu'elle résonne à nos oreilles aujourd'hui de manière importante. Faut-il encore penser le monde qui nous entoure à partir d'une compréhension de la souveraineté étatique posée au centre même de la grille de lecture que nous avons nous-mêmes? Ça, c'est un regard du XVIIe siècle. Ou est-ce que finalement, ce qui commence au XIXe siècle, ça n'est pas peut-être d'abord un infléchissement, mais surtout le début de la fin de la centralité de l'État, c'est-à-dire littéralement la création d'espaces non étatiques de redéfinition de la pratique gouvernementale en dehors, je dis bien en dehors, de la référence à l'État et au-delà. Est-ce que vous voyez le point? Il me semble important. En somme, est-ce qu'on a un anti-étatisme foucaldien dans la description qu'il fait au XIXe siècle? Ou est-ce qu'on a quelque chose qui est encore une fois à l'intérieur d'une histoire générale de l'État? Alors, si vous voulez, on s'arrête là et on reprend, il est moins 25, on reprend moins 4. Ça va?
sto aspettando una carta, cioè la cosa che si dice sul veramente l'altro, dove sono scuola. Però sta lavando, cioè non mi sta arrivando, no, però l'ho già chiesto parecchie volte, assolutamente mi arriva in 3 giorni, lì non arriva, l'ho attentato per venerdì, tipo sono martedì e non arriva, quindi per me è un FIFA perché abbiamo pochissimo tempo, c'è la signora che deve venire per il domicilio che abita vicino a Marsiglia, che arriva a Parigi domani, perché lei non è l'ebergio, cioè noi non siamo locatari, siamo a casa sua, ma tipo, e quindi lei è obbligata, è costretta totalmente a venire con noi per 2 settimane. E quindi il problema è, io non ho la nascita. E allora, se non ce l'ho prima di venire da lei lontano nel sud, siamo fregati. Devo chiamare il mio municipio, ma cazzo, cioè se no non uscire a figli, cioè fare un lavoro. Mettiamo le correlazioni, poi faccio una domanda su internet oggi, così al massimo, cioè se non hanno un blocco, al massimo però fammi questo, no, Daniele non ha ancora le carte di commissario, no, sono più fatto acqua, comunque, cioè, io ho chiamato un amico che mi ha spiegato una cosa, ma mi ho detto la due carte, cioè, di lotto, non c'è sono mezzo scazzata con gli studenti di A1 perché non c'è una accorta perché c'è un terzo che lo fa ieri ho fatto una sola sorpresa che avevo previsto oggi dicendo 20 ragazzi, cioè la settimana prossima ci sarà una loro sorpresa, no? Ripassatevi allora, gli ho mandato una mail dicendo, ho fatto anche una dictée, gli ho mandato una mail dicendo conto la dictée e se è andata male colpa vostra, a questo punto non c'è quello del programma che non la conto, la settimana prossima facciamo 45 minuti, se arriva male ne lavo le mani. No, i voti io non mi conto perché arriva tipo 6 su 28, cioè per gli sbossi è normale. Sbagliate tutte le parole vabbè lì come vuoi fare? La Bossi faceva così che cortava i punti, cioè non faceva il capazione dove con la voti quando arriva tipo sotto penso non dava il voto perché noi volevamo arrivava tipo meno 30 studenti al posto non dava il voto contava proprio che io il massimo che abbia preso al versione dove ho 18 e mezzo il massimissimo che ho preso se guardi i giorni non c'è niente da ancora finire no cioè io avrei fatto peggio con il dizionario l'avrei fatto peggio
preso proprio beccato tutte le costruzioni, a parte anche la parte adesso tra l'altro è arrivata la mega per i mezzi che domani deve così ci userà sì, esatto. Lei è penso che sia perfettamente veramente però ci sono altri lingue che però che ci sono piccoli perché fanno il francese che esatto o addirittura magari sono
j'étais arrivée au 4e point et il me manquait le dernier, puis après on va lire très rapidement 3 pages qui m'intéressent. Le dernier point, au-delà de cette idée du gouvernement comme pragmatique, du fait que l'on se situe désormais dans une pragmatique du gouvernement en fonction d'objectifs et de moyens. Donc encore une fois, dans une configuration où la distinction entre ce qui convient et ce qui ne convient pas ne passe plus sur une définition de ce qu'il est licite de faire ou illicite de faire, donc ne prescrit plus au sujet des champs d'action distincts. Ce point-là implique un dernier point qui me semble important, ne serait-ce que parce qu'il explique probablement au moins en partie le rapport compliqué que Foucault a eu à ses contemporains, y compris lorsqu'il s'agissait d'analyser du matériau historique de son temps, puisqu'il parle de la fin du XVIIIe et début du XIXe. Et ce point est le suivant. Ce partage entre ce qui convient et ce qui ne convient pas de faire est un partage, je l'ai déjà dit, mobile, il peut être en permanence redéfini, et stratégique. Ce qui convient, c'est ce qui convient en fonction d'objectifs que vous voulez atteindre. Ce qui ne convient pas, c'est ce qui vous éloigne de ces objectifs. Ce qui convient, c'est ce qui permet de gouverner de la manière dont on a décidé de gouverner. Et ce qui ne convient pas, c'est ce qui vous éloigne des objectifs de gouvernement où vous vous êtes fixés. Et je vous disais au début de cet exposé, le paradoxe que Foucault fait émerger, c'est qu'à partir du XVIIIe, on a l'impression qu'on est d'autant plus efficace du point de vue de l'atteinte des objectifs de gouvernement qu'on limite la pratique gouvernementale. Alors, cela signifie que le partage entre le convenable et le non convenable, au sens ce qui est adéquat, ce qui n'est pas adéquat, ce qui convient ou ce qui ne convient pas, n'est pas fixe. Et qui ne détermine donc pas, par exemple, un partage de faits immuable, posé une fois pour toutes, entre, alors la terminologie n'est pas celle de Foucault, mais on peut malgré tout l'utiliser, entre dominant et dominé. Il n'y a pas d'un côté des gens qui posséderaient le pouvoir, et en particulier le pouvoir de dire la limite entre le licite et l'illicite, et puis de l'autre côté des gens qui devraient subir dans leur action la distinction permanente entre ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ce n'est plus une question de droit, et c'est une question de quoi, se demande Foucault. C'est une question de redéfinition permanente au sein de quelque chose dont il a dit la nature pragmatique et qui implique un rapport, la forme d'une relation et qui est susceptible d'être en permanence rediscutée, renégociée, redéfinie. On est dans une dimension pragmatique. Tout est susceptible d'être refondé en permanence. On ne raisonne pas à partir de principes. Alors, quand je vous disais, ça explique probablement un certain nombre de débats que Foucault a eu avec un certain nombre de gens de son époque. Je pensais en particulier à la manière dont il s'est violemment heurté aux marxistes ou à un certain nombre de lectures marxistes de l'époque, à la fois sur le thème de l'État, sur la question de savoir si ceux dont il retraçait la jeunesse et le point d'émergence se situaient à l'intérieur d'une histoire de l'État ou pas. C'est une question qui intéresse ô combien les lecteurs de Marx. Et puis, deuxième question, savoir si l'on peut maintenir quelque chose comme un horizon double qui partagerait de fait les sujets entre dominant et dominé, ou si ça n'est pas plus compliqué que ça, parce que ce qui redéfinit en permanence le champ de la domination, le champ des rapports de pouvoir, dans une terminologie qui lui est propre, c'est la manière dont les pratiques gouvernementales sont en permanence redéfinies, déplacées, parce que les objectifs se transforment, et parce que là où il y a des objectifs, des moyens pour les atteindre
et un certain rapport entre les sujets au nom de ce qu'il convient de faire ou pas, se met en place quelque chose comme l'espace d'une transaction ou d'une discussion. Et ce qui me semble intéressant, c'est que Foucault n'a pas peur de penser cette transaction ou cette discussion autrement que sur le mode de la négociation, de l'accord, du pacte. Il la pense aussi et immédiatement sur le mode de la conflictualité. Se placer dans une pragmatique du gouvernement, c'est se placer dans une conception de la pratique politique, de l'action sur l'action des hommes, qui tient compte immédiatement. Oh, j'ai pas enregistré ? Si, d'accord. Qui tient compte immédiatement de la possibilité d'une opposition interne, c'est-à-dire de gens qui discutent pas à pas et pied à pied la définition de ce qu'il convient ou pas de faire. Chose qui est infiniment plus difficile dès lors qu'on brandit le droit. Tu as le droit, tu n'as pas le droit. Ça ne suscite pas la même réaction que il convient d'eux ou il ne convient pas d'eux. Alors, ce thème du conflit, il est intéressant parce qu'on a, bizarrement chez Foucault, d'une manière très différente, une autre référence possible à Machiavel. La première référence à Machiavel, vous vous en souvenez, c'était pour Foucault une manière de dire Machiavel, entre le prince, vieux modèle, vieille représentation du pouvoir comme prise de pouvoir, conservation du pouvoir et définition exclusive du rapport de pouvoir comme prise et conservation. Le problème du prince, c'est avoir le pouvoir et le garder. Et pas du tout gouverner. Et puis, disait Foucault, après l'émergence de la littérature anti-machiavélienne, s'installe l'idée de la pratique de gouvernement comme fondamentale. Le problème, c'est bien de gouverner les hommes et les biens, et non plus prendre le pouvoir et le conserver. Ça, c'était la manière dont Foucault jouait, dans un premier temps, la référence à Machiavel, en faisant de Machiavel quelque chose qui, en réalité, permettait de comprendre ce qui s'installait à partir du XVIe siècle comme spécifiquement moderne, le thème du gouvernement. Dans le contexte qui nous occupe maintenant, c'est-à-dire dans ce tournant qui ouvre à l'économie politique, c'est-à-dire au libéralisme pour Foucault, on voit ressurgir autrement Machiavel comme celui qui a pensé à l'origine de la modernité, et le premier, la dimension à la fois nécessaire et inévitable du conflit, un conflit dont Machiavel lui-même dit qu'il est un des moteurs, un des rouages essentiels de quelque chose comme, on va dire de manière ramassée dans des termes qui ne sont pas ceux de Machiavel, mais de quelque chose comme une démocratie. La conflictualité est absolument un moment nécessaire comme instance de discussion permanente, pied à pied, des limites internes de l'organisation sociale et politique. Alors, sur ce point, trois références bibliographiques pour ceux que ça intéresserait. Ce Machiavel du conflit et non pas ce Machiavel quasiment prémoderne. Parfois on avait commencé. Le premier, c'est un livre de Serge Audier, qui est un collègue tout à fait passionnant, de Paris 4, graphomane, il publie d'énormes livres très souvent, mais ils sont tous tout à fait passionnants. Il y a récemment eu un énorme livre sur les néolibéralismes, qui est tout à fait passionnant, avec une grosse partie sur Foucault, discutable, mais vraiment très riche. Il vient de sortir maintenant, mais je ne l'ai pas lu encore, un livre sur l'écologie politique, il y a quelques semaines. Et en 2005, chez Vrin, il avait publié un gros livre qui s'appelle Machiavel, conflit et liberté,
qui était une lecture précisément machiavélienne de l'importance du conflit pour la constitution politique de la liberté. Deuxième référence, alors c'est beaucoup plus bref, puisque c'est un article d'autres collègues, Olivier Taparéca, Saverio Ansaldi est maintenant à Reims, à l'université de Reims. C'est un spécialiste de la philosophie de la Renaissance et de la première modernité. C'est un article dans la revue Multitude en 2006, numéro 27. Vous trouvez ça en ligne et gratuitement sur Cairn, puisque les articles ont maintenant plus d'une dizaine d'années. Et l'article en question s'appelle « Conflit, démocratie et multitude ». L'enjeu Spinoza-Machiavel. Et c'est une lecture qui lie ensemble le Machiavel du tumulte, de la conflictualité, et la pensée politique de Spinoza. Et puis une dernière référence, qui est un livre qu'on lit peu, et c'est dommage, qui est un livre de Claude Lefort, philosophe mort en 2010, élève préféré et ami proche de Boris Merleau-Ponty, et qui a, en 1972, publié un énorme livre chez Gallimard qui s'appelle « Le travail de l'œuvre ». Machiavel, qui est un énorme livre sur Machiavel, absolument passionnant, un peu difficile, un peu touffu, mais tout à fait passionnant. Et là encore, chez Lefort, il y a cette idée que ce qui est en réalité déjà à l'œuvre dans cette première modernité, ou au tout début de la modernité, de la pensée politique de la modernité, c'est ce thème du conflit, c'est-à-dire en réalité le thème du rapport comme élément central de toute constitution sociale et politique. Alors, ce que dit Foucault bien plus tard, c'est que, en réalité, le tournant auquel on assiste entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe, et qu'il tente de décrire, c'est un tournant qui installe littéralement sa propre rationalité, non plus au niveau de la souveraineté et de l'expression de la souveraineté, qui est une expression juridique, le droit, mais au niveau des rapports que l'on construit entre les hommes, au niveau de la régulation de ces rapports, dès lors que ces rapports sont régulés en fonction de quoi? D'objectifs de gouvernement que l'on sait au préalable fixés. Dernier point, avant d'en passer à la lecture de pages 13, 14, 15, vous voyez que l'opposition différentielle que Foucault construit, qui est en elle-même, encore une fois, discutable, mais c'est son hypothèse, c'est une opposition qui fait valoir d'un côté le principe du droit, c'est-à-dire la raison d'État, et de l'autre, la pragmatique de gouvernement. Du droit au gouvernement, du principe à la pragmatique. Ce qui signifie que, à partir du moment où on se situe dans cette rationalité-là, le problème ne sera plus celui de l'abus de souveraineté, l'abus de souveraineté, c'est quand le souverain ne réussit pas à limiter sa propre action et quand le droit n'arrive pas à limiter de l'extérieur la possibilité d'action du souverain. La fonction du droit, c'est la limitation de l'action du souverain. À la fois l'expression de la volonté du souverain et sa limitation. Donc la question n'est plus éventuellement celle d'un abus de souveraineté. La question va devenir, et elle est bien différente parce que les réactions vont être différentes, celle d'un excès de gouvernement. Il est bien évident qu'on ne réagit pas de la même manière à un abus de souveraineté et à un excès de gouvernement.
Bref, ce à quoi on assiste, c'est, et c'est un peu le résumé ramassé de ce qui précède, une redéfinition de la raison d'État, ou un infléchissement de la raison d'État, sous la forme d'une nouvelle rationalité gouvernementale, nouvelle parce qu'elle est désormais fondée sur le calcul, j'insiste, le calcul des avantages et du coût. Pensez que le coût, c'est à la fois le coût économique et social, c'est pas seulement le coût économique. Le calcul des avantages et du coût, des moyens mobilisés en fonction d'objectifs que l'on se donne. Ce calcul des avantages et des coûts des moyens en fonction des objectifs que l'on s'est donnés, il implique une balance permanente. Quand je dis balance permanente, c'est une balance en redéfinition permanente, instant par instant. Balance qui n'est pas fondée sur le droit, mais précisément sur ce que Foucault va appeler à partir de ce moment-là une économie politique. L'économie politique, c'est le nom de cette balance permanente entre le calcul des avantages et des coûts, des moyens, et les objectifs que l'on s'est fixés. Dans certains cas, la balance autorise l'action, dans certains cas, au contraire, la balance implique, et c'est finalement le cas qui va s'installer de manière générale, quelque chose comme un principe d'autorégulation qui va imposer, paradoxalement, de moins agir, de moins intervenir, pour avoir plus d'avantages et moins de coûts, pour avoir plus d'effectivité dans la réalisation des objectifs fixés. La balance va reconnaître que le maximum d'efficacité est paradoxalement garanti par le principe de la moindre action. Agir moins pour avoir plus d'efficacité. Alors, du point de vue des textes, on s'était arrêté au haut de la page 13, très rapidement, je vais juste lire jusqu'au haut de la page 15 et puis le reste vous lirez vous-même, et je vais vous signaler deux passages qui me semblent importants dans les pages suivantes. Donc, on avait lu premièrement, deuxièmement. Troisièmement, vous allez reconnaître des choses qu'on a déjà dites il y a un instant. Troisièmement, limitation interne. C'est toujours sur l'idée de la limitation interne au lieu de la limitation externe. Je veux dire que cette limitation, on ne va pas en chercher le principe, puisque précisément il faut savoir sur quoi s'appuie cette généralité, du côté de quelque chose qui serait par exemple des droits de nature prescrits par Dieu à tous les hommes, du côté d'une écriture révélée, du côté de la volonté des sujets qui ont accepté à un moment donné d'entrer en société. Non, cette limitation, il faut en chercher le principe du côté non pas de ce qui est extérieur au gouvernement, je vous avais dit par exemple une figure de la transcendance, mais de ce qui est intérieur à la pratique gouvernementale, c'est-à-dire du côté des objectifs du gouvernement. Ce sont les objectifs qui vous imposent de limiter votre action, pour pouvoir mieux les atteindre. Et Foucault continue, cette limitation, elle se présentera alors comme étant un des moyens, et peut-être le moyen fondamental d'atteindre précisément ces objectifs. Pour atteindre ces objectifs, il faut peut-être limiter l'action gouvernementale. La raison gouvernementale n'a pas à respecter ses limites parce qu'il y a quelque part en dehors d'elle, avant l'État, autour de l'État, un certain nombre de limites définitivement posées. Non, pas du tout. La raison gouvernementale devra respecter ses limites dans la mesure où elle peut les calculer de son propre chef en fonction de ses objectifs et comme le meilleur moyen de les atteindre. Alors ça, on l'a vu ensemble, ça ne me paraît pas très difficile. Quatrièmement, cette limitation de fait générale qui s'opère en fonction même de la pratique gouvernementale va établir bien sûr un partage entre ce qu'il faut faire et ce qu'il convient de ne pas faire.
Elle va marquer la limite d'une action gouvernementale, mais cette limite, elle ne va pas être tracée dans les sujets, dans les individus sujets que le gouvernement dirige. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de déterminer quelle est chez les sujets la part qui doit être soumise à son action et la part de liberté qui est définitivement et une fois pour toutes réservée. Autrement dit, cette raison gouvernementale ne clive pas les sujets en une part de liberté réservée absolument et une part de soumission imposée ou consentie. J'ouvre une parenthèse, quand je vous disais le partage public-privé, le partage personne-citoyen, c'est exactement à ce passage que je pensais. L'idée que vous avez une part de votre vie où l'action vous est en réalité permise, tout type d'action, une latitude d'action totale, et puis une part de votre vie où vous devez malgré tout respecter des lois et la forme du droit. Ici, Foucault saute totalement, puisque ça n'est plus le droit dont il s'agit, c'est ce qui convient et ce qui ne convient pas. Or, de ce point-là dépend une chose extraordinairement importante. Si ça n'est plus dans le clivage entre ce que vous êtes libre de faire et le système des lois, le système du droit que vous devez respecter, si ce n'est plus ce clivage-là qui est à l'œuvre, ça veut dire que vous n'avez plus du tout d'espace dans votre vie ou des coercitions qui s'appliqueraient. Qu'en est-il de la vie privée ou de vous comme personne? Chose que le système du droit reconnaissait. Vous étiez libre chez vous de faire ce que vous vouliez. Vous étiez libre comme personne de faire ce que vous voulez, pas comme citoyen, pas comme citoyenne. Foucault dit la distinction publique-privée saute totalement. Mais si la distinction publique-privée saute totalement, du point de vue pratique, ça veut dire que l'action gouvernementale, les pratiques gouvernementales vont pouvoir s'exercer sur vous comme citoyen, mais aussi comme personne. Vous allez pouvoir investir votre vie publique dans l'espace public dans lequel nous vivons, mais ils vont pouvoir aussi investir ce qu'on appelle l'espace de la vie privée, là où jusqu'alors vous aviez toute l'attitude pour agir de la manière dont il vous semblait bon d'agir. Vous voyez le point? Cette nouvelle économie libérale, elle va faire sauter littéralement la distinction entre votre vie et la vie sociale et politique en tant que partagée. Le moindre interstice de privé qui vous resterait encore est en réalité déjà par avance conquis, absorbé par la pratique pragmatique du gouvernement tel que Foucault l'a défini. Tout devient terrain, matière, espace de gouvernement. Alors sur ce point-là, bien entendu, on va revenir la fois prochaine. Une dernière chose sur ce texte, c'est le point 5. Le point 5 est au milieu de la page 14. Alors comme le temps passe et qu'il nous reste 4 minutes, et que j'ai encore 2 choses à vous dire, c'est un peu au pas de charge, je ne fais que vous le mentionner. Ce 5e point, il porte précisément sur ce que je vous signalais comme un point possible de débat avec les marxistes à l'époque de Foucault, le fait qu'il n'y a pas de distribution des rôles ou des fonctions dominant-dominées stables une fois pour toutes. Que tout se donne sous la forme du rapport et de la renégociation, c'est-à-dire aussi de la conflictualité, mais que tout rapport est réversible. En réalité, si on voulait entrer dans le détail de la discussion avec les marxistes de l'époque, on dirait que c'est aussi du Marx. L'idée que tout rapport est réversible, l'idée par exemple dans le terme marxien que le capital est un rapport et qu'en tant que tel, précisément, il peut être retourné contre lui-même, sinon il n'y aurait pas de lutte de classe. Donc on peut lire Marx en fixant les pôles et les positions dans un rapport d'opposition, la lutte entre bourgeoisie et prolétariat, et dans ces cas-là, ça ne colle pas avec ce que Foucault essaie de mettre en place d'un point de vue historique, mais on peut aussi dire ce rapport, il ne définit pas des positions ou des places. Ce rapport, il définit précisément une relation conflictuelle qui, en tant que telle, peut être retournée, transformée et renversée. Et là, on est dans le Marx. Alors, ça c'est pour le passage de la page 12 à la page 15. Ce que je vous demande de lire tout seul, parce que je n'y reviendrai pas,
c'est les pages qui vont de 16 à 19 et qui reviennent sur le détail de la caractérisation de ce que Foucault va appeler économie politique, c'est-à-dire précisément cette nouvelle rationalité de gouvernement. Il reprend les points, il y en a un nouveau 5. Ils sont relativement répétitifs par rapport à ce qui précède, donc c'est 16, 19. En revanche, je voulais vous signaler deux passages importants sur lesquels je reviendrai peut-être la prochaine fois, avant de passer au néolibéralisme contemporain pour Foucault, c'est-à-dire XXe siècle. Le premier passage, vous l'avez à la page 20. Et c'est un passage intéressant. Le paragraphe qui commence par « Avec l'économie politique, on entre donc dans un âge, etc. jusqu'à la fin du paragraphe, parce que Foucault dit ce à quoi on assiste, c'est à la transformation de cette idée du calcul, de la balance, de la pondération, de l'équilibre entre une visée, c'est-à-dire des objectifs et les moyens qu'on se choisit, l'installation de cette question de la balance ou de l'équilibre comme gage et critère de vérité. L'équilibre entre les moyens et les fins, la plus grande efficacité dans la visée d'objectifs devient en soi quelque chose comme un lieu de vérité. Devient en soi ce à partir de quoi définir le vrai et le faux. La vérité sera désormais dite à partir du fonctionnement de l'économie politique. Dire d'une politique gouvernementale qu'elle se trompe, qu'elle est fausse, suppose un critère de vérité qui en fixe au contraire la positivité. Et Foucault dit, on voit s'installer non pas une rationalité plus rationnelle, on n'est pas, dit-il, dans quelque chose qui serait une histoire progressive de la toujours plus efficace et plus accomplie rationalisation des pratiques politiques. On n'est pas dans un schéma bachelardien où on aurait toujours plus de scientificité, par exemple, avec des seuils, avec des sauts, comme chez Bachelard, mais où finalement on passerait sur des routes Bachelard de formulation très scientifique à quelque chose de toujours plus scientifique. Pensez à la formation d'une nouvelle espèce scientifique chez Bachelard. Foucault dit, Bachelard doit beaucoup à Canguilhem, Foucault doit beaucoup à Bachelard et à Canguilhem, il dit, là c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On n'est pas dans une rationalisation toujours accrue. On est dans un modèle de rationalisation qui réinvente totalement ce que c'est que le vrai et ce que c'est que le faux. Le partage du vrai et du faux, ce que Foucault appellera dans les années 80 l'installation d'un jeu de vérité, ou encore l'installation d'un régime de véridiction. Alors, on reviendra la prochaine fois sur cette page 20. Je vous signale simplement l'autre chose qui me reste à commenter de ce texte. Il y a deux autres, mais celle-là sera l'autre point sur lequel je reprendrai la prochaine fois. Et c'est ce que vous avez aux pages 30, 31, 32. Foucault revient sur cette idée de la vérité et dit en réalité ce à quoi s'accroche ce nouveau régime de véridiction, ce nouveau partage du vrai et du faux, dans cette nouvelle rationalité que j'appelle économie politique, etc., ça va être une chose très précise. Et cette chose très précise, ça va être le marché. Le marché comme lieu de vérité. Comme ce à partir de quoi peut être dit, défini et déterminé le vrai
ou bien entendu, dans sa figure inverse, le faux. Alors, on s'arrête. Là, vous ramenez bien entendu les textes. Il nous reste à faire donc ces deux passages qui sont importants sur le rapport à la vérité. Et puis, on en passera très rapidement, très brièvement à l'ordolibéralisme. Mais ça, on expédiera ça en un petit quart d'heure. Et puis, beaucoup plus dans le détail, en revanche, la présentation de l'école de Chicago et de ce que Foucault identifie comme anarcho-libéralisme.